Bonjour, chers confrères, chers patrons, merci de me faire l'honneur de présenter cette étude qui est le fruit de ma thèse. Il s'agit d'un article qui permet d'évaluer la morbimortalité après une fracture périprothétique de la hanche. Donc, considéré que par l'IRNONS comme l'intervention du siècle, les prothèses totales de hanche sont en constante augmentation, comme on peut le voir sur ce graphique issu du registre suédois. Le premier cas de fracture périprothétique a été décrit par Horwitz en 1954. Actuellement, le taux de révision des prothèses totales de hanche est de 4% et les fractures périprothétiques en sont la troisième cause. Donc, les enjeux d'une prise en charge de ce type de fracture nécessitent des connaissances en traumatologie et en arthroplastie afin d'assurer la consolidation osseuse, la stabilité de l'implant pour permettre une fonction articulaire correcte au patient. Pour cela, nous utilisons la classification de Vancouver qui définit les fractures selon la localisation de leurs traits. Pour les types A, la fracture passe par le petit ou le grand trochanter. Pour le type B, la fracture se situe au niveau de la prothèse de hanche avec trois sous-types. Le type 1, la prothèse est stable. Le type B, la prothèse est instable. Le type C, la prothèse est instable et associée à une perte osseuse. Et pour les types C, la fracture se situe à distance de l'implant. Les objectifs de l'étude étaient d'évaluer la morbimortalité d'une fracture périprothétique, secondairement d'évaluer cette morbimortalité selon la classification de Vancouver, avec notre hypothèse qui était que plus la fracture était grave, plus le risque de morbimortalité était important. Pour cela, nous avons mené une étude rétrospective monocentrique de 2010 à 2015 au CHU de Grenoble dans le service du professeur Saragaglia. Nous avons pu colliger 88 fractures périprothétiques post-opératoires sur prothèse totale de hanche primaire. Nous avons débuté notre analyse par une analyse épidémiologique de la population en analysant l'âge, le sexe, les antécédents médicaux, les facteurs de risque de survenue d'une telle fracture et les caractéristiques de la prothèse totale de hanche primaire. Concernant la morbidité, pour l'autonomie, nous avons utilisé le score de Parker, les échelles ADL et IADL. Nous avons utilisé les scores de référence de Postel, Merle-Daubigné, le e-Paris score pour l'étude fonctionnelle. Les complications ont été scindées en complications médicales et mécaniques. Le saignement périopératoire a été calculé à l'aide de la formule de Mercuriali. Pour la mortalité, nous en avons calculé le taux et analysé les courbes de Kaplan-Meier. Pour la prise en charge, nous sommes basés sur l'algorithme défini par la Sofcote et les habitudes du service. Pour les fractures Vancouver A, nous faisions une ostéosynthèse par cerclage. Pour les fractures de type B1 et C, une ostéosynthèse par plaque. Pour les types B2, un changement de prothèse était associé à une ostéosynthèse. Et pour les types B3, nous mettions en place une prothèse de reconstruction plus ou moins associée à une ostéosynthèse. Venons-en aux résultats. Nous avions 75% de femmes âgées en moyenne de 82 ans, 76% des patients étaient considérés comme chuteurs et dans 2/3 des cas souffraient d'une fragilité osseuse. Concernant la prothèse totale de hanche primaire, l'indication était une arthrose dans 70% des cas et une fixation sans ciment dans 85% des cas au niveau de la tige fémorale. La distribution des types de fractures était la suivante, avec essentiellement des types B dans 70% des cas et majoritairement des types B1. Concernant l'autonomie, à l'issue de la prise en charge, on avait une perte du score de Parker de 20%, des ADL de 14%, des IADL de 26%. Au point de vue fonctionnel, les scores chutaient de 13,9% pour le score de PMA, de Postel-Merle-Daubigné et le score de Harris de 13,3%. Pour les complications, nous avions 37,5% de complications médicales, essentiellement des décompensations cardiopulmonaires, 9% de complications mécaniques et 86% des patients souffraient d'anémie post-opératoire avec en moyenne 3,18 kg transfusés. Ceci est expliqué par un volume érythrocytaire perdu en périopératoire de 582 ml. Concernant la mortalité, nous avions un pic de mortalité à 1 an
avec 19 décès sur les 42 de l'étude, soit 45% à 1 an. Et la courbe de Kaplan-Meier de survie retrouvait une mortalité à l'issue de l'étude de 47,7%. Concernant l'autonomie selon le type de fracture, on peut voir qu'à l'issue du traitement, l'autonomie variait selon le type de fracture de manière statistiquement significative et le déclin était maximum pour le type B3 avec en moyenne 28% de perte. Du point de vue fonctionnel, ce constat est semblable à l'autonomie, avec des résultats fonctionnels qui sont les plus médiocres pour les types B3, avec en moyenne une perte de 23% des scores. Concernant les complications, ils étaient essentiellement retrouvés dans le type B3. 100% des patients victimes des fractures Vancouver B2, B3 et C ont été transfusés, et le nombre de culoglobulaires moyens transfusés était maximum pour le type B3. Ceci est expliqué par les volumes érythrocytaires perdus périopératoires qui sont maximum dans ces fractures. Concernant la mortalité, on voit que le taux de mortalité varie significativement selon le type de fracture et arrive à 66,7% à la fin de l'étude pour les types B3. Donc, notre série était conforme au profil type établi par la SOFCOT en 2012 lors du symposium, avec des femmes âgées, actives, vivant à domicile et victimes d'une simple chute. Les facteurs de risque retrouvés sont les mêmes que dans l'étude de Sidler, Magère et Waddell. Et comme Abdel, nous retrouvons une prédominance des fractures de type B et notamment des B1. Concernant l'autonomie, que ce soit l'étude de Cohen à Marseille, de McLogan, nous avons une perte d'autonomie manifeste. Et comme Morata, cette perte d'autonomie varie selon le type de fracture. Une seule étude dans la littérature montre aucune modification, c'est celle de Nikura. Concernant la fonction, cette revue de la littérature montre des résultats médiocres à l'issue de la prise en charge. Et comme Caruso, elle varie selon le type de fracture. Là aussi, une seule étude montrait des résultats excellents, c'est celle de Pavelka. La mortalité, ce pic de mortalité à 1 an est retrouvé dans l'ensemble des études, variant entre 11 et 20% à peu près. Et comme Lindahl dans sa série, nous avons une courbe de Kaplan-Meier qui est presque similaire, lui avec 48% de mortalité, nous 47%. Donc comment expliquer cette morbimortalité accrue? On peut avancer le concept de fragilité gériatrique qui est développé par Morley, qui définit une population vulnérable aux réserves physiologiques limitées, exposant à un risque accru de morbimortalité lors d'un événement aigu. Ceci est confirmé par le modèle de 1+2+3 de Bouchon, qui explique que les patients âgés, polypathologiques, dénutris et ayant une faible autonomie et des capacités fonctionnelles limitées avant la fracture sont ceux dont le déclin est maximum. Ainsi, l'augmentation de la morbimortalité au décours d'une fracture périprothétique ne dépend pas seulement de sa prise en charge chirurgicale, mais est la conséquence de son état préopératoire, préfracturaire, de sa prise en charge durant l'hospitalisation et de sa réhabilitation post-opératoire. Donc cette étude, elle comporte forcément des limites, elle est monocentrique rétrospective, ce qui la classe de niveau 4 et de grade C selon l'HAS. Cependant, ce caractère monocentrique permet de s'affranchir d'un effet centre et de bénéficier d'une population ayant la même prise en charge médicale et chirurgicale, et de s'affranchir d'un biais de sélection permettant d'avoir un suivi prolongé avec un effectif conséquent. En conclusion, les fractures périprothétiques de hanche sont une complication grave. Son incidence est en perpétuelle augmentation. Elle touche essentiellement une population âgée et fragile, engendrant une morbimortalité élevée. Et la classification de Vancouver, initialement radiologique et guidant la thérapeutique, révèle également un caractère pronostique, que plus la fracture est grave, plus le risque de morbimortalité est important. En perspective, à l'instar des recommandations faites par l'HAS en association avec la SOFCOT sur la prise en charge des fractures de l'extrémité proximale du fémur chez la personne âgée, il paraît fondamental de développer une prise en charge pluridisciplinaire médico-chirurgicale pour ces types de fractures au travers des filières orthogériatriques pour diminuer cette morbimortalité. Merci.